bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un honneur en fait pour moi donner à entendre et à découvrir le propos de Nicole Aurini, notre vice-présidente de la Fédération nationale de la libre pensée. Alors je sais que vous auriez préféré l'original. Voilà, je vais faire de mon mieux. Alors, l'intervention de Nicole s'intitule « La guerre qui vient ». La libre pensée a fait largement connaître l'écolier de bronze de Jean Thiou qui lève le poing et dit « Maudite soit la guerre » en montrant la longue liste des hommes de son village morts en 14-18. La campagne menée depuis plus de 30 ans par la libre pensée pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple est une campagne pour dire « à bas la guerre ». Aujourd'hui, la libre pensée poursuit la campagne pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple et contre la guerre qui se développe depuis 2 ans. L'ère de l'avant-guerre a commencé, écrivait le 7 juillet 2024 le journal Le Monde. Pour comprendre comment on en arrive à une telle gravité, il est nécessaire de revenir un peu en arrière. La guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine n'est pas une guerre entre ces deux peuples. Elle exprime la crise de l'impérialisme qui ne trouve que la guerre aujourd'hui pour maintenir ses profits. Les accords de Minsk avaient fait de l'Ukraine une zone démilitarisée et l'OTAN ne devait pas s'étendre. Mais l'OTAN a poursuivi son extension. L'intégration d'anciens pays de l'Est dans l'Union européenne menace les débouchés commerciaux de la Russie. Bien évidemment, le soutien actuel des pays occidentaux à l'Ukraine n'a rien de désintéressé. Il s'agit pour eux aussi de développer leur économie. Les oligarques russes corrompus s'opposent aux oligarques ukrainiens, tout aussi corrompus, comme le révèlent des enquêtes récentes. C'est ainsi que l'Ukraine est depuis 2 ans le théâtre de violents combats. Certaines estimations parlent de 500 morts dans chacun des camps. Pardon, 500 000 morts, excusez-moi, de part et d'autre. Tandis que le commerce des armes se développe à grande échelle. Le sommet de l'OTAN, qui s'est tenu à Washington les 9 et 10 juillet 2024, a décidé l'accélération du réarmement, l'installation de bases militaires à l'est de l'Europe, des livraisons d'armes incessantes à Zelensky. Parallèlement donc à ce sommet, il s'est tenu à l'initiative d'organisations pacifistes américaines et européennes la conférence anti-OTAN. Elle s'est réunie quelques jours auparavant à Washington et a rappelé les guerres successives menées par l'OTAN en Yougoslavie en 1999, en Libye en 2011, en Afghanistan en 2013. Elle mène une campagne pour non à l'OTAN, oui à la paix. À Gaza, la nature du conflit est différente. Ce ne sont pas 2 armées qui s'affrontent, mais le colon attaque le colonisé au mépris du droit international, selon lequel Israël n'a pas le droit de se défendre contre le peuple qui l'occupe, il doit le protéger. Le peuple palestinien résiste donc contre une occupation illégale, inhumaine, inacceptable. Or, que voit-on? Le pourcentage des morts à Gaza est supérieur à celui de la totalité des pertes en France durant la guerre de 39-45, dont 70% sont les femmes et les enfants. La privation d'eau, de nourriture, la destruction systématique des hôpitaux, des universités, des écoles, les déplacements forcés et incessants de la population ont amené la Cour pénale internationale à utiliser le terme de génocide. Comment caractériser autrement? Par exemple, et je vais citer l'éloge funèbre prononcé par l'ami
d'un soldat israélien qui dit donc: nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Gaza lorsque tu as incendié une maison sans autorisation. Pour le plaisir. Tu es entré à Gaza pour te venger autant que possible sur des femmes et des enfants, sur tout ce que tu voyais. C'est ce que tu voulais. Dans un récent rapport, l'experte de l'ONU des droits de l'homme, Francesca Albanese, déclare que le génocide des Palestiniens semble être le moyen d'atteindre une fin. L'expulsion ou l'éradication complète des Palestiniens de la terre qui fait partie intégrante de leur identité et qui est illégalement et ouvertement convoitée par Israël. Revenons à la guerre de 1914. Souvenons-nous du manifeste de Kirtal. Que disaient les pacifistes en 1916? La guerre n'a jamais tué la guerre. Au contraire, la guerre appelle à la guerre, elle prépare la guerre, la violence appelle la violence. Nous le constatons, chaque jour qui passe aggrave la situation des populations. Quant aux dirigeants, ils n'hésitent ni à poursuivre les massacres, ni à les aggraver. Zelensky ne cesse de réclamer des armes plus puissantes, non plus pour se défendre, mais pour attaquer le territoire russe. Les USA, l'Union européenne répondent en multipliant les livraisons, alimentant la guerre. Nouveau pas dans l'escalade, Poutine fait appel à des soldats nord-coréens. Quant à Netanyahou, après avoir ravagé la bande de Gaza, détruite à 85%, il fait exploser des Vipers et des Talkie-Walkie à distance au Liban. Il envahit le Liban, il frappe la finule et ne craint pas de menacer l'Iran. Et aujourd'hui, Israël interdit l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, et détruit ses bâtiments, autrement dit, condamne à mort le peuple palestinien. En approuvant l'intervention des Ukrainiens en Russie, le secrétaire de l'OTAN assume la co-belligérance, nouveau stade de l'escalade. Il en est de même pour les cibles des bombardements au Liban, en Iran. Pendant ce temps, l'armée américaine augmente ses navires en Méditerranée et ses bases militaires. Le ministre de la Défense américaine reconnaît avoir livré à Israël depuis le 7 octobre 50 000 tonnes d'équipements militaires, plus de 100 navires et 500 avions de transport. 69% des armes d'Israël proviennent des USA. Avant le 7 octobre 2023, il y avait déjà 30 000 soldats américains au Moyen-Orient. D'autre part, que se passe-t-il dans les pays baltes? En Lituanie, une base de 25 000 hectares est en construction afin d'accueillir 5 000 soldats allemands. On sait que la CIA possède 12 bases secrètes en Ukraine depuis 2016. Cette information, nous la tenons du New York Times en date du 25 février 2024. Avec de telles quantités d'armes, les USA, l'Union européenne n'aident pas les populations, mais alimentent la guerre. Les USA veulent ouvrir des marchés à l'Est, et pour ce faire, il leur faut affaiblir la Russie, mais sans forcément la vaincre, car on redoute l'instabilité politique qui suivrait la chute de Poutine. Les dépenses militaires mondiales explosent. Elles ont augmenté de 6,8% depuis 2022. Cela représente 2 443 milliards de dollars. Le budget militaire de l'Ukraine atteint 64 milliards de dollars et en France, nous savons qu'il s'élève à 413 milliards qui ont été fléchés et prévus pour la période qui va jusqu'en 2030. Cela représente une dépense par habitant
qui était de 830 € en 2022 et qui est passé aujourd'hui à 947 € en date de 2023, pour être précise. Ça représente une augmentation de 14%. Alors, en outre, Emmanuel Macron est un président va-t-en-guerre. Il parle d'économie de guerre. Il livre des armes en Ukraine et à Israël. Il multiplie les publicités pour recruter les militaires. Il veut embrigader la jeunesse via le dispositif du service national universel. Et tout ça, quoi qu'il en coûte. Avec désinvolture, il annonce qu'il faudra envoyer des mecs en Ukraine. Il ose même parler de réarmement démographique grâce à une politique nataliste. Et Nicole pointe justement le fait qu'il est possible de faire un parallèle avec les politiques tenues en 1920, quand le gouvernement renvoyait les femmes travailleuses au foyer et leur donnait l'ordre de faire des enfants. Cette loi interdisait toute publicité pour la contraception et elle punissait lourdement l'avortement. Quels sont donc les buts poursuivis? Le ministre des Finances israélien est clair. Il nous dit dans le texte: je veux un État juif qui comprend la Jordanie, le Liban et certaines parties de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie Saoudite. Selon nos plus grands sages, Jérusalem est destinée à s'étendre jusqu'à Damas. Quels sont les objectifs de Poutine? Les objectifs de Poutine ne sont pas aussi précis, mais il veut lui aussi gagner des territoires. Quant aux USA, Adam Tooze, professeur d'histoire à l'université de Columbia, pense qu'ils ont basculé vers une stratégie délibérée et globale de tension, où ils pourraient remodeler l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Ils ont donné leur accord pour l'opération génocidaire à Gaza, pour l'extension au Liban, parce qu'ils ont l'Iran en point de mire, puis, juste après, la Chine. D'autre part, la guerre a l'avantage pour Netanyahou de lui donner un sursis pour se maintenir au pouvoir. Alors que, nous le savons, la colère populaire gronde dans le pays, fortement en Israël, contre lui. De son côté, Zelensky a pu reporter les élections qui devaient avoir lieu et se maintenir au pouvoir. Lui qui a été élu en 2019 par 73% des Ukrainiens et qui n'obtiendrait que 16% des voix aujourd'hui, où 72% des Ukrainiens se prononcent pour des négociations. Au plan économique, les guerres en cours posent de graves problèmes. On verra aussi qu'ils en posent au plan écologique, au plan environnement et au plan social. Alors, au plan économique, l'invasion de la bande de Gaza a fait baisser de 40% le trafic par le canal de Suez depuis début de l'année, à janvier 2024. Le prix du transport Asie-Méditerranée a été multiplié par 2 car les navires contournent l'Afrique et passent par le canal, le cap de Bonne-Espérance. Et on note aussi qu'au départ de Shanghai, le transport vers l'Europe a augmenté de 256%. Les exportations de céréales que faisait l'Ukraine en Afrique ont baissé de 81% au profit de la Russie. L'Ukraine s'est alors tournée vers l'Union européenne et a pu réaliser ses exportations sans droits de douane. De ce fait, que s'est-il passé? Une augmentation, on va dire, de la charge pour l'agriculture dans le pays, puisque les prix agricoles ont chuté. La tonne de blé valant 370 € en mars 2022, et alors qu'elle coûtait 204 € en février 2024.
Le maïs, lui, est passé de 330 € à 174, le colza de tournesol de 900 000 € à 417 €. L'écologie, elle aussi, est malmenée. Les destructions provoquent une énorme pollution. Des milliers de tonnes de débris militaires jonchent les sols. Il suffit de voir l'horreur de ce qu'est devenu Gaza. Dans la Baltique se trouvent 40 000 tonnes de munitions, dont 13 000 tonnes de substances toxiques d'après-guerre. L'Atlantique Nord-Est abrite 200 000 fûts de 200 litres de déchets, vraisemblablement radioactifs. En Ukraine, les incendies déclenchés par les combats ont détruit 20% des forêts, 30% du territoire sont actuellement minés. Les sols et les eaux sont pollués jusqu'aux nappes phréatiques. Plus de 70 000 hectares ont été inondés après la destruction du barrage de Kakhovka. Je vous parlais tout à l'heure aussi des conséquences en matière sociale. La situation sociale est elle aussi catastrophique. Les dirigeants utilisent la guerre pour démanteler les droits sociaux. On peut même plus parler de droits sociaux à Gaza puisque le but est d'anéantir la population palestinienne. De son côté, Zelensky a réduit de 10% le nombre des fonctionnaires en Ukraine. Et il a également suspendu les accords d'entreprise où le licenciement est autorisé sans restriction. La place des syndicats a été fortement réduite et où la liberté d'opinion et d'expression est limitée par l'existence d'un seul journal pour toutes les chaînes de télé. En juin 2023, s'est tenue à Londres une conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Il est prévu d'en faire une zone économique spéciale avec des capitaux privés, mais l'argent public doit couvrir toute perte de ces capitaux privés. Elle prévoit aussi donc, cette conférence qui n'y ait ni syndicat ni réglementation sévère pour les entreprises. Elle prévoit une interdiction des partis de gauche. L'aide de l'Occident est constituée non pas de subventions, mais de prêts qu'il faudra donc rembourser. On ne sera pas étonné de constater que 500 entreprises de 42 pays ont déjà signé pour cette reconstruction. Quand on voit une situation aussi terrible, aussi catastrophique, on peut se demander quel est le chemin qui permettra d'y mettre un terme et comment retrouver la paix. L'association française Les Amis de Robespierre publie dans leur dernière revue les textes de Robespierre relatifs à la guerre. Il est très intéressant de s'y référer. Que pensaient donc de la guerre les révolutionnaires de 1789 ? En 1791, Robespierre constate « La cour et le ministère veulent la guerre ». Et il ajoute « Est-ce la guerre d'une nation contre d'autres nations ou d'un roi contre d'autres rois ? Non, c'est la guerre des ennemis de la Révolution française contre la Révolution française. Les plus nombreux et les plus dangereux de ces ennemis sont-ils à Coblence ? Non. Ils sont au milieu de nous. Si nous revenons à la guerre de 1914-1918, les conclusions des conférences socialistes de Zimmerwald et Kienthal en 1915 et 1916 le disent clairement. Aujourd'hui, je cite, des centaines de milliards sont jetés au gouffre de la guerre et perdus ainsi pour le bien-être des peuples, pour les œuvres de civilisation, pour les réformes sociales qui auraient amélioré notre sort, favorisé l'instruction, atténué la misère. Nous retrouvons là les problèmes d'aujourd'hui. Un des premiers combats à mener est d'empêcher que des milliards et des milliards soient consacrés à la guerre. Reprenons l'exemple de Brison, de Blanc, de Raphaël Léguin, les trois députés socialistes
On peut citer aussi le député socialiste allemand Karl Liebknecht, qui ont refusé de voter les crédits de guerre. Donc, à nous de faire campagne pour que les députés refusent les budgets militaires et consacrent les milliards pour les revendications des populations. Autre combat, refuser que des armes soient livrées aux pays belligérants. Avec le collectif Stop Army Israël, on voit que c'est une réponse à l'appel des syndicats palestiniens, le collectif combattant pour le refus donc, de fabriquer, de transporter des armes pour Israël, pour l'arrêt du commerce avec Israël. En France, il y a de grands groupes qui sont concernés, on peut les citer, Thales, Safran, Airbus, Dassault, Eurolink. Au total, 170 entreprises françaises d'armement sont complices d'Israël. En Italie et au Royaume-Uni, par exemple, on voit qu'il y a une mobilisation des dockers pour empêcher la livraison d'armes. Nous pourrions nous en respirer. Rappelons un fait historique. En 1973, les armées arabes ont attaqué l'État d'Israël. Grâce aux armes envoyées par les USA, Israël a vite repoussé l'armée égyptienne. Toutefois, sans poursuivre l'offensive. Pourquoi? À cette époque, Golda Meir répondit à ceux qui ne voulaient pas arrêter le combat: si nous ne nous étions pas arrêtés dans 6 heures, plus d'obus, plus de munitions. On voit ainsi l'importance de lutter contre la livraison des armes. Nous savons aujourd'hui qu'en Russie et en Ukraine, nombreux sont ceux qui refusent la guerre, même si tout est fait pour les empêcher de s'exprimer. En Russie, plusieurs centaines de milliers de citoyens ont quitté le pays pour éviter la guerre. Il existe des centaines de groupes de protestation. On dénombre au moins 20 soulèvements armés. Des trains sont arrêtés sur les voies du front et on voit Poutine prêt à payer très cher pour acheter des soldats. Aujourd'hui, la nouvelle escalade, c'est qu'on annonce donc la venue des soldats nord-coréens du front. Preuve que la politique de recrutement de Poutine n'a guère de succès. Preuve de l'opposition à la guerre en Russie. En Ukraine, qu'est-ce qu'on dénombre? On a compté en 2022 9400 cas d'abandon illégal du combat. En 2023, ils étaient 24 100 et 29 800 en 2024. Je vais vous reciter les chiffres, veuillez m'excuser. En 2022, on dénombrait 9400 cas d'abandon illégal du combat. En 2023, 24 100 et en 2024, aujourd'hui au moment où l'on parle, 29 800. On arrête dans les bars, dans les restaurants, les salles de concert, les hommes qui ne sont pas en règle et on les envoie au front. En Israël, les manifestations ont lieu pour le retour des otages et contre la guerre. Des soldats également se déclarent aujourd'hui déserteurs. Depuis 2022 et surtout depuis octobre 2023, dans tous les pays, chaque semaine, des citoyens pacifistes manifestent pour la paix en Ukraine, pour la paix en Palestine. Ces manifestations sont les plus importantes par leur nombre, par leur constance, par le nombre des pays concernés qu'on n'ait jamais vu. Et elles se font malgré la répression. Pensons au courage des étudiants américains, anglais et tous les manifestants qui bravent les interdictions et les forces de l'ordre. En France, par exemple, la Libre Pensée mène aujourd'hui campagne contre la répression qui frappe ses militants et notamment leurs responsables dans les rues. Dans la situation que nous connaissons, la solution est-elle militaire? Est-elle politique? En mai 2023, d'anciens journalistes américains donnaient leur opinion dans le New York Times. Ils disaient alors: nous plaidons en faveur d'un engagement significatif et sincère en faveur de la diplomatie, en faveur d'un engagement significatif et sincère
immédiate pour des négociations sans conditions préalables disqualifiantes et prohibitives. Les provocations délibérées ont provoqué la guerre entre la Russie et l'Ukraine. De la même manière, une diplomatie délibérée peut y mettre fin. On peut citer également les interventions véhémentes de Dominique de Villepin pour le cessez-le-feu. Le génocide en Palestine se déroule sous nos yeux avec la complicité directe des USA, du Royaume-Uni, de la France, qui ne cessent de fournir des armes. Et que dire des médias occidentaux? En 1948, en condamnant le génocide, l'incitation au génocide et la complicité, le tribunal de Nuremberg a aussi condamné un journal, le Der Stürmer, pour incitation au meurtre et à l'extermination. Lors du génocide au Rwanda, le tribunal pénal international a condamné plusieurs journalistes en disant « sans armes, sans machines, sans autres armes physiques, vous avez causé la mort de milliers de civils innocents. » Aujourd'hui, l'État d'Israël détient le record mondial d'assassinats de journalistes, de travailleurs humanitaires, de professionnels de la santé. Les grands médias ont choisi de dissimuler le génocide, de discréditer tous ceux qui s'opposent. Il convient donc de mener un combat pour la liberté d'expression, la liberté de la presse et la protection des journalistes. Un dernier rappel historique. Jusqu'au 25 juillet 1914, Jean Jaurès multiplie les rassemblements et les meetings contre la guerre. Le 31 juillet, il est assassiné. Le 1er août, c'est la mobilisation générale. Le 2 août, l'état de siège est instauré sur la totalité du territoire. La liberté de la presse est abolie, la liberté de réunion est très restreinte et l'autorité militaire peut faire des perquisitions de jour comme de nuit. Autrement dit, ce n'est pas quand la guerre est déclarée qu'il faut s'organiser pour lutter contre la guerre, c'est auparavant, c'est maintenant qu'il faut se rassembler, qu'il faut manifester. Manifester pour le cessez-le-feu immédiat et permanent, pour l'arrêt de l'envoi des armes, pour l'arrêt du génocide en Palestine, pour l'arrêt de l'invasion au Liban, solidarité avec les déserteurs et les résistants antimilitaristes, asile pour les déserteurs et réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Voilà, Nicole Origny, vous serez Merci. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.